Merci Madame le garde des Sceaux, ministre de la Justice, ma chère Christiane. Je suis heureux de retrouver cette maison que je n'avais pas vue depuis très longtemps et de retrouver certains visages que j'ai connus dans une vie antérieure, mesdames et messieurs les procureurs généraux et procureurs de la République. Je suis heureux aussi de vous présenter dans la salle, peut-être qu'ils sont dans votre voisinage immédiat, les commissaires au redressement productif qui sont ici présents et le médiateur à la sous-traitance, on l'appelle interentreprise, qui est Monsieur Pierre Pelouzet, qui est là, et qui vient d'être nommé par décret du président de la République. Nous sommes dans une situation d'urgence économique, et Benoît Hamon, ici présent, avec qui nous partageons la charge de redresser l'économie par divers moyens à Bercy, le mesurons chaque jour. D'abord, les statistiques sont extrêmement alarmantes. Nous sommes en temps normal à 40 000 faillites. Nous sommes maintenant passés au-delà de 60 000. Il y a d'abord une réalité macroéconomique qui est tout à fait préoccupante. 7 pays sur 17 dans la zone euro sont en récession. Et la France, comme l'Allemagne, les deux moteurs, c'est-à-dire 92% du PIB de la Chine, c'est France-Allemagne. Donc on voit la puissance économique que représentent ces deux pays. La France et l'Allemagne sont sur le fil. Et donc cela se ressent évidemment sur le terrain, sur les territoires, où les entreprises elles-mêmes, pourtant viables, pourtant performantes, pourtant bien gérées, pourtant pleines d'avenir, pourtant fortes technologiquement, se retrouvent en difficulté. Il n'est pas rare que le crédit vienne à manquer. Les relations entre les entreprises, donneurs d'ordre, clients, par rapport à leurs sous-traitantes, commencent à se tendre. Et que se retrouvent dans des procédures qui ne sont pas encore collectives, mais des difficultés apparaissent. Et notre rôle, c'est évidemment d'avoir une nouvelle approche. C'est ce que j'ai insufflé avec les commissaires au redressement productif qui sont dans chacune des régions, donc à peu près, grosso modo, dans vos ressorts, une nouvelle attitude visant au sauvetage des entreprises. Nous devons avoir la stratégie que les Allemands ont tenue, observée, organisée méthodiquement pendant la crise, qui consistait à maintenir des outils de travail, maintenir même des outils de travail dont les carnets de commandes s'effondraient, parce que lorsque l'économie est repartie, eh bien, ils ont eu les parts de marché, pendant que nous, on a licencié tout le monde, on a fermé des entreprises. On n'a pas eu la patience d'organiser ça. Donc cette préoccupation, elle est, je vous assure, partagée par, bien sûr, le monde de l'économie, les entreprises, les organisations syndicales qui ont beaucoup évolué dans leur attitude et leur responsabilité par rapport au risque de perdre des outils de travail industriels. Et évidemment, nous organisons au sein du gouvernement la mobilisation de la nation autour de cette préoccupation. Et vous en faites, bien sûr, plus que d'autres parties. C'est une des raisons de ma venue aujourd'hui. Évidemment, la question des procédures collectives est encore plus sensible que d'habitude. La question de l'efficacité de la justice commerciale est revenue sur le devant de la scène à travers un certain nombre de procédures qui ont éclairé les défaillances, j'allais dire, normales du système. Quand je dis normal, c'est-à-dire que nous y sommes habitués. Mais dans cette période d'exigence par rapport à la protection de notre économie, évidemment, l'inquiétude est présente et les remarques commencent à revenir dans le débat public à ce sujet. Notre souhait sur la question du dispositif concret autour de l'économie des entreprises est évidemment d'organiser une nouvelle forme d'intervention et de mobilisation. Et je voudrais vous en détailler les éléments, si vous me le permettez, sous le contrôle de Madame le garde des Sceaux. Évidemment, les procédures collectives, nous cherchons toujours à les éviter. Vous savez le soin que nous attachons à la prévention, les mandats ad hoc, la conciliation et les médiateurs du crédit qui sont sur le territoire, les médiateurs de la sous-traitance, qui ont des délégués dans les territoires, peuvent parfaitement régler des problèmes qui pourraient, s'ils n'étaient pas réglés, conduire immédiatement au dépôt de bilan. Si un de vos clients ne vous paye pas alors que vous avez une grosse commande, si un banquier qui vous avait promis le crédit ne le donne pas,
en apparence, vous pouvez considérer que l'entreprise n'est plus in bonis. Et immédiatement, vous, le juriste que vous êtes, procureur de la République devant le tribunal de commerce, considérez que cette entreprise doit aller au dépôt de bilan et faire l'objet des procédures collectives habituelles. Vous pouvez, et nous considérons que pour nous, une entreprise qui n'obtient pas le respect de ses délais de paiement ou qui n'obtient pas le crédit qu'elle a demandé, qui lui avait été consenti ou promis, est une entreprise qui peut faire l'objet d'intervention de l'État pour obliger l'organisme de crédit de faire son travail et le donneur d'ordre ou le client de faire son travail. C'est le sens des deux médiateurs que nous avons, le médiateur du crédit et le médiateur de la sous-traitance, et qui sont des outils extrêmement performants sur le terrain et dans la vie quotidienne des entreprises. Et c'est un des points sur lesquels, évidemment, le gouvernement cherche à stimuler l'intervention. Les commissaires au redressement productif, qui sont en quelque sorte des délégués de notre activisme national dans les grandes entreprises. Vous savez que le ministère dont j'ai la charge a autorité sur le CIRI, le comité interministériel de restructuration industrielle, et le CIRI lui-même fait ce que tout médiateur va pouvoir faire ou commissaire au redressement productif va pouvoir faire sur le territoire. Il réunit les partenaires de l'entreprise, les banquiers, les créanciers, publics, privés, les grands clients s'il y a un problème de contrat. Et qu'est-ce qu'il fait? Il leur dit, écoutez, voilà, cette entreprise, pour nous, est plus importante que vos intérêts. Et donc, nous tordons le bras en permanence des banques, des banquiers. C'est un boulot épuisant, mais c'est notre travail. Et donc, dans toutes les entreprises de restructuration, on partage la charge de l'effort. Et nous pensons que le maintien de l'entreprise est plus important que les intérêts privés coalisés des différents acteurs et partenaires. Donc ça, notre travail consiste à leur demander d'en perdre une partie, d'assumer, de faire un effort et de régler le problème. Il y a de grands succès. D'ailleurs, le CIRI a été créé en 1974 après le premier choc pétrolier et la crise. D'ailleurs, les directeurs du CIRI ont toujours eu des grandes carrières. M. Pébreau, M. Trichet sont passés dans leur jeunesse par le CIRI. Et ce que nous faisons avec les commissaires au redressement productif, nous faisons des mini-CIRI. Si ça échoue, le CIRI, c'est-à-dire la conciliation secrète, confidentielle, hors les élus, hors la justice, parce que dès lors qu'on entre dans le processus judiciaire, cela devient public et il y a une atteinte à la réputation de l'entreprise qui elle-même peut voir sa situation s'aggraver à cause de ce dégât de réputation, et hors organisation syndicale et salariés, sauf lorsqu'il y a plan social, c'est-à-dire prise en charge par les salariés d'une partie de l'effort. Cette restructuration, si elle échoue, c'est directement le tribunal de commerce. Et c'est là que nous arrivons les uns et les autres en partenariat, si j'ose dire, où là aussi, nous pensons qu'une entreprise qui dépose le bilan n'est pas un canard boiteux. Elle est juste dans une situation qu'elle aurait pu peut-être éviter. Il y a évidemment des entreprises mourantes que nous tentons parfois désespérément de sauver sans succès, mais il y a aussi beaucoup d'entreprises que nous pouvons sauver. Je voudrais vous dire comment nous voyons les choses par rapport à ce qu'est la justice commerciale, l'intervention des parquets et de mon ministère à travers les commissaires au redressement productif. D'abord, ces commissaires eux-mêmes ont une vision stratégique du sauvetage. C'est-à-dire qu'eux voient un certain nombre d'enjeux, les enjeux de souveraineté qui sont pour nous les plus importants. La technologie, elle n'est pas arrivée là par hasard, elle appartient à une histoire de l'entreprise, elle a généralement été financée avec le soutien de toute une communauté, elle peut être publique ou privée, et il y a aujourd'hui, à l'évidence, sur le territoire national, un certain nombre d'entreprises prédatrices qui font leur shopping sur les dégâts de l'Europe. Donc il est évident que lorsque nous tirons le signal d'alarme sur un certain nombre de risques de reprise par des repreneurs qui paraissent en effet tout à fait blindés financièrement, parfaitement verrouillés dans leur plan d'approche, tout à fait en mesure de convaincre le tribunal de commerce de demander au parquet de les soutenir, nous, parfois, nous ne sommes pas d'accord, pour des raisons d'intérêt national, tout simplement. Parfois, nous scindons des entreprises en morceaux, parce que sur le plan technologique, il y a des choses qu'on ne veut pas laisser aux Chinois, aux Indiens ou à je ne sais quelle autre puissance, parce que cela appartient à l'intérêt national que cette technologie reste sous contrôle français, capitaux français, dans une entreprise française. Et donc, les choix d'ordre public qui sont les vôtres peuvent entrer en contradiction
avec les choix d'intérêt général que nous portons. Et cette désarticulation peut provoquer des incompréhensions. C'est la raison de cette réunion. Je suis venu vous dire qu'il arrivera parfois que soit le ministre que je suis écrira au tribunal, soit directement, je n'aime pas le faire parce que c'est une violation directe de la séparation des pouvoirs, mais s'adressera au procureur que vous êtes. Et tout en respectant l'indépendance de votre opinion, puisque vous assumez finalement une charge qui est celle de dire le droit, de dire la loi, et qu'il est nécessaire que cette charge soit assumée indépendamment de l'intérêt que le gouvernement voit à ce que vous la réalisiez ou non, mais que cette charge ne puisse pas être ou faire disparaître celle de l'intérêt général que parfois, sur tel aspect de tel dossier, nous souhaitons adresser au tribunal. Nous préférons le faire par votre intermédiaire. Même si les commissaires au redressement productif, dans le cadre d'une future circulaire, vont pouvoir être entendus par les présidents de tribunaux de commerce, ou échefinés en Alsace-Moselle, je crois, eh bien, nous souhaitons, plutôt qu'ils aillent à l'audience et soient une partie comme une autre, nous souhaitons que parfois le gouvernement, à travers dans certains dossiers sensibles, pas dans tous bien sûr, puisse aller envoyer un message au tribunal d'une préférence que le gouvernement, à travers eux, ou le ministre pourrait exprimer. Et je crois qu'il est sage que cela passe par votre truchement. Et nous souhaitons que vous exprimiez la position de l'intérêt général national dans un certain nombre de ces dossiers. Parfois, nous nous acharnons à défendre des outils de production. C'est-à-dire que, par exemple, je prends l'exemple d'une raffinerie célèbre qui, semble-t-il, est en effet, effectivement, par obsolescence, paraît condamnée, mais nous ne voulons pas, nous, considérer que la liquidation est un acte fatal que nous ne pourrions pas éviter. Donc le gouvernement s'attache à trouver des repreneurs, entre en quelque sorte comme l'un des acteurs importants de la possibilité de reprise. Si l'une de ces raffineries en France venait supplémentaire à fermer, nous perdons 30% de nos capacités de raffinage sur le territoire. Ce sont des intérêts stratégiques que le gouvernement ne peut pas laisser géré par un tribunal de commerce, fût-il bien intentionné, honnête, compétent, engagé dans la cause du sauvetage et du refus de la faillite, que nous ne pouvons pas laisser le tribunal de commerce gérer seul. Et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis exprimé, ça a pu en surprendre, mais les temps sont si difficiles qu'il est nécessaire d'inventer de nouvelles procédures pour que nous puissions travailler tous ensemble. J'ai adressé l'expression parfois devant ce tribunal qui avait à gérer le contentieux de cette raffinerie, enfin cette procédure collective, qui est en sauvegarde-liquidation, enfin plutôt liquidation maintenant que sauvegarde, la préférence du gouvernement. Et il arrivera que nous nous exprimions, bien sûr la chancellerie s'est associée, les parquets généraux seront informés, bref, nous respecterons bien sûr toutes les institutions, mais parfois il y a dans un certain nombre de dossiers des préférences à exprimer. Il va de soi que ce travail que nous faisons ensemble peut conduire à ce que les juridictions commerciales ne soient pas à la hauteur d'abord de l'indépendance que nous souhaiterions qu'elles acquièrent ou qu'elles aient. L'indépendance, vous connaissez la déontologie des magistrats, c'est quelque chose qui se protège comme la prunelle des yeux de la justice. C'est quelque chose de tout à fait fondamental si elle veut conserver sa crédibilité. Elle est autant le paraître que l'être d'ailleurs. Et l'indépendance par rapport aux intérêts partisans suppose que les juridictions commerciales fassent l'objet d'une protection particulière et que leurs décisions ne puissent pas faire l'objet de contestations ultérieures dans cette période si explosive où les intérêts autour de l'économie sont au premier plan et où l'exposition des acteurs y est particulièrement forte. C'est une des raisons pour lesquelles j'avais indiqué à Madame le garde des Sceaux, je crois qu'elle a réservé une part de sa sensibilité à cette question importante, que la question de la déontologie des juridictions commerciales, je l'ai redit devant les juges consulaires en congrès, fasse l'objet quand même d'une vigilance particulière. Les conflits d'intérêts, ce sont des états objectifs. Il n'y a pas d'intentionnalité, il n'y a pas de malveillance, il y a même parfois le désir de bien faire. Mais ce sont des états objectifs qui peuvent nuire à la réputation de la décision qui en résultera. C'est une des raisons pour lesquelles nous sommes particulièrement attentifs à ces problèmes. Et je souhaiterais, évidemment, le parquet a un rôle tout à fait considérable dans
ce travail de surveillance. Voilà comment, vu du côté du ministère en charge de l'industrie, nous voyons cette coopération que nous pourrions mettre en œuvre. Vous savez qu'il est arrivé à des États, il y a encore pas plus tard que la semaine dernière, de prendre des décisions radicales pour éviter que des entreprises qui présentaient un intérêt stratégique ne tombent entre les mains d'intérêts privés rattachables à des puissances forcément bien intentionnées. Eh bien, le gouvernement japonais, la semaine dernière, a décidé de nationaliser une entreprise de semi-conducteurs parce qu'elle voulait empêcher un fonds américain d'en prendre le contrôle alors qu'elle connaissait des difficultés, à l'évidence passagère, de trésorerie. C'est dire à quel point les États aujourd'hui reviennent au devant de la scène. Vous êtes, mesdames et messieurs les procureurs généraux et procureurs de la République, l'un des bras armés de cet État, selon des procédures évidemment qui protègent l'autonomie de votre mission, mais vous appartenez à cet État qui revient sur le devant de la scène. C'est une des raisons pour lesquelles nous souhaitons que nos ministères travaillent ensemble, coopèrent, agissent de concert pour assurer à notre pays la prospérité future qu'il mérite. Je vous remercie.